Alors bonjour à tous, j'attendais 2 petites secondes parce que je voyais le nombre de spectateurs qui augmentait de manière considérable. Donc j'imagine que maintenant la plupart nous ont rejoints, donc ça continue. Mais voilà, on va tout de même démarrer. Donc en ma qualité de président de l'RPME, je suis ravi de vous accueillir à ce 7e séminaire de notre association. Alors aujourd'hui, ce webinaire nous est proposé par Martine Lady Rispal, qui est professeur à l'Université de Limoges. Et il portera sur l'utilité des méthodes qualitatives en entrepreneuriat. Et ce webinaire aura pour but de nous aider à appréhender les contributions des méthodes qualitatives à la compréhension du phénomène entrepreneurial aujourd'hui. Alors, comme vous le savez, ces méthodes ont de plus en plus pignon sur rue, notamment dans les grandes revues en entrepreneuriat qui, dans le temps, les publiaient relativement peu. Aujourd'hui, il n'est pas rare du tout, au contraire, de voir des papiers quali publiés dans des grandes revues comme Journal of Business Venturing ou Entrepreneurship Theory and Practice. Et notre webinaire vous est justement proposé dans le cadre d'un numéro spécial du Journal Small Business Management que Martine vient de co-diriger avec Alain Fayolle et Bill Gartner et qui vient d'être publié. Donc, je suis très heureux du grand succès qui est rencontré par notre événement. Nous sommes déjà plus de 60 et je vois encore d'autres personnes qui nous rejoignent. Et je remercie encore une fois chaleureusement Martine d'avoir accepté de le présenter, ainsi que l'Université Laval pour son support technique indéfectible. Voilà, je vous souhaite un excellent webinaire. Je vous retrouve à la fin de celui-ci. Bonjour à tous. Un grand merci à Franck Johnson, Marie-Pierre Tremblay de m'avoir invité à animer ce webinaire dédié aux méthodes qualitatives en entrepreneuriat, ainsi qu'à Olivier pour toute la partie technique. Donc, je vais, comme Franck l'a très bien dit, dans le cadre de ce webinaire, appuyer une grande partie de mon propos sur un numéro spécial que j'ai eu l'honneur et le plaisir de coordonner avec Alain Fayolle et William Gardner. Recherche en entrepreneuriat et méthodes qualitatives, des méthodes créatives pour une meilleure appréhension des défis du XXIe siècle. Alors, quelles sont les questions que nous allons nous poser cet après-midi? Au moins 4, mais vous en aurez peut-être d'autres, donc n'hésitez pas dans la partie questions à les laisser. J'essaierai d'y répondre à la fin du webinaire, après une quarantaine de minutes, et je sais que Franck et Marie-Pierre me feront signe si je dépassais un petit peu trop les 40 minutes. 4 questions. Pourquoi l'étude du phénomène entrepreneurial se prête-t-il à la mobilisation de méthodes d'investigation qualitative au siècle des données massives? Méthodes et postures se valent-elles toutes? Comment les méthodes contribuent-elles à la connaissance du phénomène de l'entrepreneuriat dans sa diversité, dans sa spécificité? Et enfin, quelles recommandations émettre pour des chercheurs en quête de publications scientifiques pertinentes? Alors, Première question donc, pourquoi l'étude du phénomène entrepreneurial se prêterait-il à la mobilisation de méthodes qualitatives au siècle des données massives? Certes, aujourd'hui, nous acceptons les 2 types de méthodes dans les top journals. Franck vous disait ETP, JBV, je vais vous donner beaucoup d'exemples d'articles qui ont été publiés dans ces revues, effectivement, mais également dans des revues comme Strategic Entrepreneurship Journal ou ERD, Entrepreneurship and Regional Development, qui sont des revues qui ont quand même un bel impact factor. Mais on le sait, la majorité des recherches en entrepreneuriat mobilisent aujourd'hui encore des méthodes quantitatives et elles vont le faire plus encore avec des données massives, et c'est très bien. Toutefois, il me semble qu'il existe une sorte de connivence, j'ai envie de dire naturelle, entre le phénomène entrepreneurial d'un côté et les méthodes qualitatives qui vont l'étudier. Regardons cela. Si on regarde les écrits, notamment de nombreux auteurs, mais j'ai cité ici Kuratko et Morris en 2018, ils disent que plus que la capacité à créer de nouvelles entités, l'entrepreneuriat, c'est une posture. C'est un état d'esprit, ce n'est pas un statut administratif, c'est ce qui permet de voir des opportunités, c'est ce qui permet de tenter sa chance, accepter le revers aussi, de mobiliser des ressources de manière créative, d'avoir une ténacité, et puis essayer de déjouer les pronostics.
transformer une idée en réalité. D'autres auteurs nous disent que le phénomène entrepreneurial, c'est compliqué, c'est complexe, c'est un phénomène multidimensionnel, c'est un phénomène multidisciplinaire. Regardons à présent les méthodes qualitatives. On dira que ces méthodes qualitatives, elles capturent, elles analysent des données ouvertes, des données flexibles, des données contextualisées. Comme je vous l'ai noté, elles décrivent, elles décodent, elles interrogent la signification des faits, des actions, des décisions, des représentations des acteurs qui se déroulent actuellement ou qui ont eu lieu dans le passé. Et on le voit, on l'écrit, c'est écrit, elles examinent des processus compliqués, complexes, qui sont riches en ruptures, en enrichissement, en renoncement, en circonvolution. Alors, le titre de notre webinaire, vous l'avez lu, ce sont des méthodes créatives pour une meilleure appréhension des défis du XXIe siècle. Quelle est ma promesse aujourd'hui? Au risque de décevoir quelques-uns d'entre vous, je ne vais pas vous parler de méthodes complètement inédites et complètement révolutionnaires. Non. Je vais vous parler de méthodes qui sont créatives en elles-mêmes, par essence, et qui permettent de saisir les défis du XXIe siècle. De méthodes également qui sont de plus en plus utilisées aujourd'hui. Je regardais, pour préparer ce webinaire, un article que j'avais écrit avec Estelle Jusan-Lafitte voici quelques années, en 2014. Et il est vrai que les articles qui ont été sélectionnés dans le cadre du numéro spécial pour JSBM ne sont plus les mêmes. Vous allez voir des méthodes axées sur les vidéos, des méthodes axées sur l'auto-ethnographie, sur les autobiographies et d'autres méthodes qui ne figuraient pas parmi les méthodes que nous avions recensées à l'époque avec Estelle. Je vais vous parler aussi de méthodes qui existaient au XXe siècle, mais qui aujourd'hui vont mobiliser de nouveaux outils bien adaptés à notre XXIe siècle. Donc voici la promesse. Alors, nous allons maintenant vers la deuxième question. Méthode et posture se valent-elles toutes? Je fais partie de ces chercheurs qui pensent que toute connaissance n'est pas d'égale valeur, que la connaissance, elle est faillible et que toutes les méthodes ne se valent pas pour étudier tel ou tel phénomène. Après, pour pouvoir traiter cette question, et assez rapidement, j'ai voulu reprendre quelques propos que je lis, que j'entends lorsque je suis dans un jury de soutenance de thèse, avec lesquels je ne suis pas nécessairement en accord. Donc, il y aura peut-être débat entre nous après. Par exemple, j'entends dans la bouche d'un chercheur qui a réalisé une thèse par article avec des articles quantitatifs, et là, il dit, moi, j'avais une posture positiviste, et quand je faisais du qualitatif, j'avais une posture interprétativiste. Ça me rappelle Alain-Charles Martinet, que j'avais entendu voici longtemps, qui me disait, c'est quand même bizarre. C'était dans le cadre du CEFAC de la FNEJ, il me disait, c'est très bizarre de voir des thèses qui commencent par une posture et qui finissent par une autre. Une autre affirmation, c'est dans les sciences de gestion, deux paradigmes épistémologiques se confrontent. Le positivisme d'un côté, le constructivisme, avec éventuellement une variante, qui est l'interprétativisme. Ce que j'affirme en tant qu'auteur, c'est que lorsqu'on est dans le qualitatif, il y a toujours une proximité avec le vécu des acteurs, quelle que soit notre posture. Mais cette proximité, elle se décline non pas en deux, non pas en trois, mais en bien des postures. Alors, les qualitativistes ne vont pas parler nécessairement de positivisme, ils vont parler de réalisme. Yin, par exemple, est un réaliste. Mais il y aura aussi les réalistes critiques. Miles Huberman, je ne sais pas si vous savez, mais ce sont des réalistes critiques. Je vois très peu ce paradigme énoncé dans des thèses, par exemple. Vous avez aussi le constructivisme avec Marie-Josée Avenier, Lemoine, Guba Lincoln. Et puis, vous avez l'interprétativisme avec Piano, avec Charchet et bien d'autres auteurs. Quand on travaille sur ces postures, il faut travailler sur les hypothèses ontologiques et épistémiques. Ontologiques, liées à la nature du réel, et épistémiques sur qu'est-ce qu'il faut que le chercheur fasse pour constituer des connaissances valables. Et on voit que les hypothèses ontologiques du réaliste Yin sont très différentes des hypothèses ontologiques de Guba Lincoln. Par exemple, Yin, il dira le réel, il existe en soi. Guba Lincoln dit je ne sais pas si le réel existe, ça ne m'intéresse pas.
Les réalistes critiques diront il y a une double dimension de la réalité qui m'intéresse lorsque je mène de la recherche, une dimension transitive et une dimension intransitive. Intransitive, le réel existe indépendamment de la conscience que j'en ai. Transitive, il existe une dimension qui inclut une connaissance socialement déterminée de la réalité que j'observe. Donc, chacun des chercheurs, selon sa posture, eh bien, va être intéressé à telle ou telle facette du réel ou pas, il sera plutôt intéressé par l'expérience, et ça, on parle des constructivistes. Je passe à l'essentiel, sinon je ne vais pas passer trop de temps sur ce point-là. La validité externe des résultats obtenus par une démarche qualitative relève non plus de la généralisabilité, mais de la répétitivité que cette démarche permet. Je ne cite pas l'auteur, mais je ne suis pas en accord avec cette affirmation. Aujourd'hui, nombre d'entre nous savons que lorsqu'on parle de généralisabilité en qualitatif, on parle de généralisabilité théorique, analytique et non pas statistique. Et je rajouterai que lorsqu'on parle de critères qualité en qualitatif, on parle parfois de répétitivité et parfois non. Tout dépend de nouveau de la posture que nous allons déployer ou que nous allons adopter. Et j'ai répondu que selon la posture adoptée, un même critère n'aura pas nécessairement la même signification. Ça va peut-être vous étonner, je ne sais pas. Mais je vais prendre juste un exemple. Un critère qualité que vous connaissez tous, c'est la triangulation. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez qu'en 2002, dans mon ouvrage sur la méthode des cas, je préférais le terme de multiangulation. Pourquoi ? Parce que pour être sûr que ma connaissance est valable, eh bien parfois il me suffit de 2 informations, parfois 3, triangulation, parfois 4, parfois n. Peu importe. Je vais prendre 3 auteurs, Yin, Miles Huberman et Avenier, et je vais vous lire comment ils définissent la triangulation. Yin, par exemple, est dans une posture réaliste. Et il va dire « La triangulation permet de vérifier la cohérence des résultats entre les méthodes et les informateurs. Le but, c'est de comparer les données et les méthodes avec les représentations de l'acteur afin de générer une interprétation plausible de la réalité. » Si maintenant on prend Avenier, je vais prendre juste Avenier, dans le cadre d'une recherche constructiviste, les chercheurs, nous dit-elle, se concentrent sur ce que les informateurs et les chercheurs expérimentent. La triangulation respecte les multiples perspectives des acteurs afin de révéler l'existence de réalités multiples. Je reviendrai, si vous le voulez, après sur ce critère qualité. Mon conseil, lire sur les méthodes, lire sur les épistémologies et suivre des webinaires. Alors, revenons à notre première question. Pourquoi l'étude du phénomène entrepreneurial se prête-t-il à la mobilisation de méthodes d'investigation qualitative au siècle des données massives? Dans le Special Issue, nous avons posé un certain nombre de questions relatives à la recherche, aux chercheurs. Je vais répondre à cette question encore et encore de façon progressive. Aujourd'hui, 21e siècle, les progrès des technologies de l'information, l'utilisation des données massives fournissent des approches très innovantes pour observer les activités entrepreneuriales. Certains nombres d'auteurs nous disent que les chercheurs engagés dans l'élaboration de modèles qualitatifs pour des enquêtes exploratoires ont désormais la possibilité d'utiliser des études exploratoires quantitatives. D'autres auteurs encore, je pense à Anderson et ses collaborateurs, affirment que les méthodes quantitatives de vérification de la théorie développent la théorie et la pratique. C'est vrai, c'est très bien. Toutefois, dans le cadre de notre numéro spécial, nous affirmons que les connaissances développées à partir de ces méthodes quantitatives sont parfois insuffisantes, du moins dans un certain nombre de situations entrepreneuriales. Continuons à répondre à ma question. Et je dirais que les méthodes qualitatives, elles sont particulièrement précieuses pour comprendre quoi? Tout d'abord, la complexité, la diversité des contextes et des processus entrepreneuriaux avec une multiplicité d'acteurs interconnectés. C'est compliqué. Le deuxième argument que l'on peut apporter, c'est que les méthodes, elles ne sont pas uniques, elles sont plurielles. Là, je vous ai mis sur le slide un certain nombre de méthodes figurées comme les entretiens, les méthodes narratives, l'observation, l'auto-ethnographie, la cartographie visuelle, la grounded theory, etc. On va pouvoir lancer un premier sondage
Et je vais vous demander, quelles sont les méthodes que vous connaissez? Je vous laisse. Répondez au sondage, celles que vous connaissez, puis celles que vous avez peut-être appliquées. Hein, puisque là, j'ai posé la question, quelles sont les méthodes que vous connaissez, puis que vous appliquez en tant que chercheur? Est-ce que c'est plutôt l'entretien, la méthode des cas, l'ethnographie? N'hésitez pas à répondre. Et pendant que vous répondez, regardez bien toutes ces méthodes, peut-être que certaines... alors, le choix qui a été le mien, c'était 10 réponses, donc ne m'en veuillez pas. Peut-être que vous allez pouvoir rajouter des méthodes que vous utilisez qui ne figurent pas dans cette liste, et c'est très très bien. Mais j'avais que 10 modalités de réponse possibles pour ce petit sondage. Donc, voyons. Merci. Ah, les entretiens. D'accord. Gagne le terrain. Très bien. Merci pour vos réponses. On reparlera de ce petit sondage tout à l'heure, lorsqu'on échangera sur les méthodes. Je continue en vous disant que chacune des méthodes que vous déployez, eh bien, elle a son objectif principal, elle a son centre d'intérêt. Et que chaque méthode peut s'enrichir d'une autre. Alors, vous avez peut-être répondu méthode des cas entretien, méthode des cas observation, etc. Mais je dirais que la méthode des cas, effectivement, peut être la méthode qui accepte le plus d'autres méthodes possibles. Pour ma part, dans ma thèse, j'avais fait méthode des cas et méthode ancrée, théorie ancrée. Ça peut aussi s'enrichir de méthodes quantitatives, mais cela constitue à ce moment-là une approche à part entière. Pour pouvoir classer ces méthodes, nous avons utilisé dans le cadre du numéro spécial la grille, et c'est bien normal, de William Gardner en 1985, qui nous explique qu'en étudiant le phénomène entrepreneurial, on peut travailler sur la personne de l'entrepreneur, on peut travailler sur l'organisation, le processus, on peut travailler également sur le contexte. Et nous avons voulu montrer qu'effectivement, selon ce qui nous intéresse dans l'étude du phénomène entrepreneurial, eh bien, on ne va pas mobiliser les mêmes approches. Prenons quelques exemples. Si, par exemple, vous souhaitez travailler sur la cognition entrepreneuriale, sur l'étude des représentations mentales, alors, ce qui sera très intéressant, c'est que vous mobilisiez la cartographie visuelle. Si, en revanche, vous êtes intéressé à des conversations entre entrepreneurs qui essaient de découvrir comment est-ce qu'ils parviennent à identifier une opportunité d'affaires, l'analyse des conversations sera tout à fait pertinente. Les observations, elles se concentrent sur des individus pour étudier leur comportement quotidien. Un peu moins souvent, du moins je n'ai pas souvent vu, sur des processus de décision collective, je l'ai vu une fois, mais ça existe. Et l'observation, aujourd'hui, au XXIe siècle, va faire appel de plus en plus aux vidéos, ainsi qu'à la cartographie visuelle d'ailleurs. Après, vous avez des méthodes qui étaient très peu usitées par le passé, qui sont les autobiographies ou les auto-ethnographies. Attention, ce ne sont pas la même chose. Pour ma part, elles me semblent très, très prometteuses parce que je crois que de plus en plus de chercheurs à l'avenir auront commencé leur vie en tant qu'entrepreneurs. Et puis, peut-être qu'en tant qu'universitaires, nous allons être plusieurs à avoir entrepris une sorte d'aventure entrepreneuriale. Maintenant, si on s'intéresse à l'organisation, aux processus entrepreneuriaux, les méthodes de cas sont tout à fait adaptées. Elles peuvent être uniques, elles peuvent être multisites. Vous avez aussi la théorie ancrée, on le verra plus tard, mais cette théorie ancrée, elle analyse souvent la prise de décision, la croissance au sein des organisations, la construction de réseaux. Et vous avez la recherche-action. La recherche-action, elle s'intéresse à tout ce qui concerne les processus d'apprentissage, que ce soit au sein d'une organisation spécifique, mais aussi on les retrouve dans les études des écosystèmes. Lorsqu'on travaille sur des études qui sont focalisées sur le contexte, eh bien là, vous avez par exemple les entretiens qui sont tout à fait adaptés. Récemment, je me suis intéressée à 2 contextes sous la forme d'écosystèmes. Je ne pouvais pas réaliser de méthode des cas. J'ai pu privilégier 50 entretiens dans un contexte donné et puis 50 entretiens dans l'autre.
Et puis, bien évidemment, vous avez l'ethnographie qui, comme vous le savez sans doute, s'intéresse à la dynamique des groupes restreints. Donc, vous l'aurez compris, selon le focus que je vais avoir en tant que chercheur, eh bien, je vais mobiliser telle ou telle approche. Troisième question. Comment les méthodes contribuent-elles à la connaissance du phénomène de l'entrepreneuriat dans sa diversité et spécificité? Dans le numéro spécial, nous évoquons 5 contributions majeures. La compréhension des contextes, l'appréhension de la complexité, les processus de construction de sens, l'émergence de théories socialement construites, le déclenchement d'actions pertinentes. Voyons cela. La compréhension des contextes d'abord. Je vais commencer, alors pour chacune des dimensions, ce que je vais faire, je vais essayer d'être pédagogue, je vais vous citer des témoignages que j'ai recensés de chercheurs qualitativistes qui ont publié dans des top journals, tels que cités précédemment. Ensuite, j'essaierai de vous dire quelles sont les méthodes qualitatives qui se focalisent et qui sont tout à fait pertinentes lorsqu'on veut vraiment apprendre et appréhender ces contextes. J'ai envie de vous dire toutes, c'est par essence, pour méthode qualitative égale méthode située. Mais il y en a d'autres, il y en a certaines qui vont être plus pertinentes que d'autres. Et puis, après, je prendrai un exemple, ou plusieurs, on verra. Alors, je vais commencer par un témoignage, ou deux. Il y a un premier chercheur qualitatif qui affirme que le travail qualitatif offre la meilleure adéquation avec les processus, les personnes et les phénomènes entrepreneuriaux dans un contexte spécifique. Un autre explique que les méthodologies qualitatives permettaient pour lui des études de petites communautés où la compréhension de la culture était importante. En fait, les méthodes qualitatives vont permettre de montrer la nature située des routines et des pratiques entrepreneuriales. Cette contextualisation, je dirais qu'elle est plus évidente dans les ethnographies, dans les études longitudinales, les études de phénoménologie consacrées au vécu des acteurs sous forme d'entretien ou d'études de cas. Pourquoi? Parce que ces méthodes, elles impliquent une immersion à long terme et une participation expérientielle du chercheur dans un contexte spécifique. Je vais prendre une illustration. C'est un exemple d'une publication dans JBV qui date de 2020, donc c'est tout récent. C'est Bolzani, Marabeglio et Honig qui nous parlent des processus multiniveaux de légitimation dans les entreprises sociales transnationales. Donc, ils travaillent avec des migrants qui sont des migrants du Ghana et ils vont travailler sur ce processus multiniveau de légitimation en Italie et au Ghana. Et ils expliquent très, très bien comment l'une d'entre eux, qui est une anthropologue, une ancienne consultante anthropologue, va utiliser son ancienne expérience du lieu pour établir un contact avec la population locale et comment sa compréhension de la localité a permis aux chercheurs de comprendre les interactions étudiées. On est loin du temps où on disait aux chercheurs qualitatifs, surtout, soyez bien éloignés de votre contexte pour ne pas créer de biais. Pas du tout, au contraire. On va s'immerger et on va, parce que l'on connaît le contexte, accéder à une information que d'autres ne pourraient pas saisir. L'appréhension de la complexité à présent. Un autre témoignage. Un chercheur qualitatif dit « La nature du problème pour moi, elle était trop complexe, elle était peu familière et les variables clés n'étaient pas suffisamment connues. » Un autre « La complexité du phénomène n'était pas entièrement explorée. » Étudier l'entrepreneuriat, c'est étudier un phénomène dynamique, c'est étudier un phénomène situé et c'est appréhender de multiples dimensions spatiales, temporelles, industrielles, sociales, institutionnelles. Quand je travaille à présent sur les écosystèmes, je travaille souvent à 3 niveaux. Le niveau micro, celui de l'individu, de l'entrepreneur. Le niveau méso, avec des parties prenantes qui sont en interaction et qui sont très différentes les unes des autres. Et puis le niveau macro, qui sera la région ou la nation. Un deuxième exemple, c'est le cas, non pas de l'analyse d'écosystème, mais d'une étude de cas longitudinale que j'ai eu la joie, je dirais, d'étudier pendant de nombreuses années avec Vinciane Cervanti. C'est une association qui s'appelle Tiempo de Juego, qui est devenue, sur une dizaine d'années, une entreprise sociale. Et avec Vinciane, on a travaillé sur ce cas.
C'est l'histoire de Andrés Wiesner, qui est un journaliste colombien et qui réalise son mémoire de fin d'études et qui décide d'aller à Cazuca. Cazuca, c'est une banlieue qui craint un peu, au niveau ou qui craignait du moins au niveau de Bogota, où il y avait beaucoup de violence, beaucoup de conflits, avec des jeunes désœuvrés. Et il suit 5 jeunes à l'époque, pendant plusieurs mois. Et il part ensuite et devient journaliste. Au bout de 2-3 ans, il se dit, tiens, je vais refaire un reportage et je vais retrouver mes 5 jeunes. 3 sont morts, un est grièvement blessé, le 5e est en prison. Il se dit, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est là qu'est né Tiempo de Juego. Et donc, on va travailler avec Vinciane à partir des archives, pas à partir de 2005, mais à partir des archives créées par Andrés Wiesner. Il est journaliste, il aime l'écrit, et donc il va conserver beaucoup de choses. Il va y avoir beaucoup d'ouvrages, de témoignages qui seront sur le site internet. Vous pouvez toujours y aller d'ailleurs, il y a beaucoup de matériaux. Et nous allons travailler sur la croissance de cette entité avec plusieurs niveaux. Le niveau des individus et leurs familles, les parties prenantes, qui vont s'élargir de plus en plus jusqu'au gouvernement colombien qui va ingérer de l'argent. Et puis, on va travailler à la fois sur Cazuca et Cartagena, qui sera un deuxième lieu où sera répliqué, d'ailleurs ce sera un échec au départ, mais sera répliqué dans un deuxième temps, Tiempo de Juego. C'est compliqué. Il y a beaucoup d'acteurs interconnectés, beaucoup de localisation, et l'étude de cas longitudinale va le permettre, notamment. Maintenant, si vous travaillez sur les représentations entrepreneuriales, on y parlera tout à l'heure, on peut mobiliser aussi d'autres méthodes qui permettent de gérer cette complexité. Troisième dimension, les processus de construction de sens. Donc là, il s'agit de saisir des processus temporels, de suivre les acteurs entrepreneuriaux, les organisations, l'environnement en transformation. Donc, on va les étudier comme quelque chose en mouvement. Il faut analyser les processus de création de sens des entrepreneurs, révéler des représentations idéalisées, expliquer le rôle des contingences, c'est-à-dire des aléas, des imprévus, qui peuvent être des aléas personnels, des aléas liés au passé de l'entrepreneur, de son entité, de son écosystème. Un témoignage. Un chercheur qualitatif écrit « Il y a une compréhension quand on fait du quali du fait que le processus qualitatif, c'est un processus dynamique caractérisé par le changement. » Vous l'aurez bien compris, hein, toutes les dimensions sont intrinsèquement liées parce que comprendre le sens, c'est aussi compliqué. Là, j'ai choisi un exemple d'une méthode qui s'appelle l'analyse des conversations. L'analyse des conversations, elle existait dès la fin du XXe siècle et c'était sous forme audio seulement. Aujourd'hui, en 1921, des chercheurs utilisent la vidéo pour capturer les gestes et les regards en même temps que l'audio. Alors l'audio, c'est quoi? C'est des discussions. Ça peut être des discussions informelles, ça peut être des discussions téléphoniques. Et là, j'ai envie de citer un auteur qui s'appelle Haynes, qui sera bientôt publié dans JSBM, et qui a travaillé sur cette analyse des conversations. Il s'est posé 2 questions. Comment une conversation entre entrepreneurs contribue-t-elle à la création et à l'identification d'une opportunité émergente? Deuxième question, comment l'entrepreneur envisage-t-il des éléments à sélectionner et ceux sur lesquels il doit agir? En fait, Haynes nous explique très bien que l'enregistrement, elle permet l'observation d'interactions authentiques et récurrentes entre les entrepreneurs. Alors, je ne sais pas comment est-ce que vous agissez lorsque vous êtes filmé, mais souvent au départ, on est omnubilé par la caméra et puis au bout de quelques minutes, on l'oublie, on partage. Et c'est ce qui s'est passé dans l'expérience relatée par Haynes. Et en fait, il nous dit aussi que ça permet aux chercheurs de revoir encore et encore qui dit quoi et dans quel ordre, afin de déterminer les actions entreprises par chaque partie au cours de la conversation. Le chercheur cherche constamment à évaluer pourquoi l'interlocuteur a dit ce qu'il a fait à ce moment précis de la conversation. Alors, vous lirez ça, il y a 6 étapes, on fait appel à la théorie des actes de langage. Il faut bien la comprendre, cette méthode, et elle est très précieuse justement pour comprendre ce processus de construction de sens. C'était un exemple de méthode, ce n'est pas le seul. L'émergence de théories socialement construites. Ça, c'est une 4e
contribution des méthodes qualitatives. Alors, me direz-vous, la génération de théories, ce n'est pas une contribution spécifique des méthodes qualitatives, puisque les méthodes quantitatives, elles développent constamment de nouvelles idées théoriques sur les phénomènes entrepreneuriaux. Et c'est très vrai. En revanche, ce que je veux vous dire ici, c'est que c'est davantage la manière dont les méthodes qualitatives développent la théorie qui peut être, elle, qualifiée de singulière, puisqu'elle va permettre le développement d'une théorie socialement construite. Alors, on parle de théorie socialement construite quand? Quand il est question de subjectivité, d'émotion, d'exploration du monde intérieur des entrepreneurs, en tout état de cause, ce sont des théories qui sont ancrées dans la réalité des acteurs. Alors, comme je vous l'ai indiqué sur le slide, on va pouvoir étudier la construction progressive qui émane de la création de sens personnel, du sens du chercheur et la création de sens par les acteurs entrepreneuriaux. Il va s'agir de transformer des données sur un processus entrepreneurial spécifique en un ensemble d'interprétations qui ont une signification bien au-delà du contexte spécifique étudié. Et puis, on va pouvoir étendre aussi les concepts ou développer une théorie spécifique. Ce qui est important de comprendre, c'est que notre connaissance du monde, elle est guidée, elle est empreinte, elle est nourrie par nos théories. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire que notre connaissance, elle est déterminée par les théories. Je dis seulement qu'elle est nourrie, qu'elle est guidée par les théories. Notre connaissance, elle est toujours appréhendée à travers les concepts que l'on va mobiliser à un instant T et à cette fin. Bien évidemment, vous pensez avec moi à la théorie ancrée ou à toutes ses variantes. Par exemple, la théorie ancrée, elle a été développée, comme vous le savez sans doute, en 1967 par Glaser et Strauss. Elle a été ensuite un peu revue par Strauss et Corbin quelques années plus tard. Et puis, vous connaissez, elle est souvent citée, cette méthode Gioia, qui est une variante, dit-on, de la théorie ancrée. Et vous avez beaucoup de démarches ancrées. Dans ces démarches-là, on dira que la théorisation est incorporée dans la méthode de recherche elle-même. Ce que je nous demande de retenir aujourd'hui, du moins de mon point de vue, c'est que la connaissance produite, elle est située, elle est historiquement déterminée, c'est un produit social. Et c'est ce qui nous intéresse en tant que qualitativistes. Travaillons maintenant sur la dernière contribution majeure, qui est le déclenchement d'actions pertinentes. Alors là, on en vient à la partie de l'article où nous allons expliquer nos contributions. Les contributions théoriques, les contributions pédagogiques, les contributions notamment managériales. Et on en vient aussi à l'objectif téléologique de Lemoine qui dit, quand on fait une recherche, il faut que ce soit utile. Et il faut que ce soit utile aux personnes qui nous ont dédié du temps, qui nous ont dédié de l'expertise, parce que sinon, c'est pas juste, c'est pas éthique. Je vous ai cité Lemoine, mais Miles Huberman, que j'ai eu la possibilité de traduire, 656 pages, le disent également, différemment, mais ils le disent. En fait, il s'agit là d'améliorer la pratique des acteurs entrepreneuriaux, des chercheurs, la qualité de leur compréhension. Il s'agit aussi de gérer le changement par la collaboration et enfin de s'impliquer dans un processus de réflexion continue. Quelques exemples. Un premier exemple, je ne sais pas comment vous faites, vous, en tant que chercheur qualitativiste, et je serais intéressée à le savoir, mais quand j'ai écrit un article, en principe, j'envoie l'article à un de mes interlocuteurs principaux. Si j'ai eu 50 interlocuteurs, je ne vais pas envoyer 50 fois, mais les personnes qui m'ont vraiment aidé dans mon processus de recherche sur le terrain, je leur donne à voir mon article. Il y avait un chef d'entreprise qui était dans une entreprise d'insertion économique à qui j'avais envoyé mon article et qui m'a dit « Vous avez compris notre réalité ». Alors, c'était pour moi un très, très bon compliment. C'est un article d'ailleurs qui avait été publié dans la RIPME. Et j'avais envie de partager avec vous un autre témoignage qui est issu de notre étude avec Vinciane de Tiempo de Juego. Et là, c'est Esteban Reyes. Esteban Reyes, c'est aujourd'hui le directeur général de Tiempo de Juego. Andrés Lesnier est toujours journaliste, il a toujours été bénévole dans Tiempo de Juego. Et nous avions envoyé notre article qui avait été publié dans Entrepreneurship and Regional Development dans le cadre d'un numéro spécial sur le bricolage à Esteban.
Et Esteban nous écrit un long mail qui nous a fait beaucoup de plaisir, et surtout qui nous montre comment il a utilisé notre travail pour essayer de convaincre ses parties prenantes. Écoutons-le. Voici ce qu'il dit. À la lecture de votre article, j'ai quand même une sensation étrange. C'est étrange de voir nos actions analysées et de comprendre certaines logiques invisibles qui ont façonné ce que nous faisons. Je suis d'accord avec l'idée que dans notre entrepreneuriat social, nous avons utilisé tout ce que nous avions à notre disposition. Et en ce sens, nous avons combiné, sans en être conscients, des techniques, des approches, des démarches, des manières de travailler de nature très différentes. Un autre extrait. Ce mélange d'expérimentation non préparée et de calcul du bureau me semble définir très bien non seulement Tiempo de Juego dans son ensemble, mais pratiquement tous les projets que nous mettons en œuvre. Et je trouve très intéressant lorsque vous dites que l'engagement communautaire exige une forte dose de bricolage dans la phase initiale de toute entreprise. J'aimerais que ceux qui soutiennent l'entreprise parviennent à le comprendre. Une question, peut-on partager ce document ? Et donc, il l'a fait, il l'a partagé, et notamment à L'Oréal, à Adidas, qui le soutenaient en leur disant « Mais arrêtez d'exiger de nous d'être toujours des planificateurs exemplaires, acceptez que nous soyons aussi des bricoleurs. » Alors, bien sûr, en méthode, vous pensez à la recherche-action et vous aurez raison. Mais vous pouvez penser aussi aux ethnographies, aux études de cas longitudinales, aux observations, et c'est très vrai aussi. Je vais juste faire un petit effet de zoom sur la recherche-action en utilisant le terme d'anomalie, c'est-à-dire qu'au départ, on part d'une anomalie, et ça, c'est pas moi qui utilise le terme, c'est Steyert en 2009, et il dit, au départ, ce qu'il faut, c'est trouver un problème concret, l'identifier. Et ensuite, on va mettre en place toute une série de séquences qui vont permettre plusieurs cycles d'apprentissage. Je ne vais pas vous décrire dans le détail cette méthode, mais j'insisterai sur deux choses. Dans cette méthode-là, il n'y a plus de chercheurs, il n'y a plus d'entrepreneurs, il y a seulement des partenaires. Dans cette méthode-là, il y a nécessairement un double apprentissage, celui du chercheur qui va prendre l'anomalie et qui va le transformer en problématique, donc il va intellectualiser ce problème et qui va en faire quelque chose de scientifiquement valable, mais il va aussi y avoir cet apprentissage de l'entrepreneur. Donc, il va y avoir ce cycle et une crédibilité qui est double. Et ça, c'est assez difficile quand même à réaliser, puisque pour que la recherche soit crédible, il faut qu'il y ait eu résolution du problème. Il faut qu'il y ait eu réalisation du changement souhaité. Et en même temps, il va falloir contribuer à la connaissance scientifique. Donc, c'est une recherche-action, elle est encore assez difficile à identifier dans les top journals, je ne vous le cache pas, j'en ai identifié quand même un peu, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, je suis très contente parce qu'en juin, j'aurai la possibilité d'assister en tant que rapporteur à une thèse recherche-action. Donc, je suis sûre que je vais apprendre encore beaucoup de choses de cette méthode que j'ai eu la possibilité de mobiliser moi-même à quelques reprises. Je regarde l'heure. Hop là. J'ai peut-être été un peu bavarde. Marie-Pierre ou Franck, vous me dites quand les minutes sont passées. Dernière question. Quelles recommandations émettre pour des chercheurs en cas de publication scientifique pertinente ? Alors, pour pouvoir répondre à cette question, d'ailleurs, c'est la dernière partie de notre édito, j'ai ici choisi le cercle d'or de Siegel. Je ne sais pas si vous connaissez, mais Siegel nous explique qu'en entrepreneuriat, en stratégie, l'entrepreneur, il sait parler du what, plus difficilement du how et difficilement du why. Et le plus important, bien sûr, c'est le pourquoi. Alors, je vais revenir sur ces différents niveaux. Le premier conseil que je pourrais donner, c'est que quand bien même vous publiez sur une méthode, dans le cadre d'un numéro spécial dédié aux méthodes, n'oubliez jamais en quoi la méthode contribue au phénomène entrepreneurial que vous souhaitez travailler. Le deuxième niveau, c'est le niveau du how. Aujourd'hui, au XXIe siècle, moi j'ai envie de vous dire, travaillez à plusieurs, travaillez co-design, travaillez intelligence collective. Travailler avec des personnes qui sont très différentes de vous et qui ont des complémentarités de compétences, même si ce sont d'autres qualitativistes. L'attitude, elle doit être critique, elle doit être
constructive. Alors, je ne vous parle pas du constructivisme critique, qui est une nouvelle posture et qui est énoncée d'ailleurs et analysée très bien dans l'édito. Non, juste quelques conseils de prendre de la distance et puis essayer d'avoir l'esprit hacker. Et l'esprit de l'ère de l'information. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cet ouvrage, il a été publié en 2001 par le philosophe finlandais Pekka Immonen, et qui nous parle de l'éthique du hacker, qui va diffuser des valeurs de partage, de participation, de collaboration à une plus large communauté d'utilisateurs. Il va chercher à influencer la société. C'est souvent dans les thèmes que nous choisissons que nous allons essayer effectivement d'apporter notre pierre à l'édifice. Et le troisième niveau, c'est le niveau du why, qui est celui de découvrir l'action entrepreneuriale en mouvement. Quand on fait du qualitatif, on veut travailler sur les aspects de temporalité, de contexte, de dynamique. Je vais vous citer un petit témoignage de 2 chercheurs. Le premier dit « L'exploration de l'action entrepreneuriale en action tout court, elle a lieu lorsque les chercheurs s'immergent dans un contexte spécifique et qu'ils observent méticuleusement les actions, les significations, l'atmosphère, les détails du contexte et les interactions. » On parle beaucoup aujourd'hui de entrepreneuring, je ne sais pas si vous avez entendu, donc pour signifier vraiment cette dynamique et ce mouvement. Il y a d'autres témoignages, c'est un extrait de l'article de Sarah Marks. Sarah Marks, c'est une auto-ethnographe, en fait c'est une entrepreneure. Et elle nous dit, une recherche qualitative pertinente vise à mieux comprendre ce qui se passe réellement dans le contexte étudié. Pourquoi est-ce qu'elle a écrit l'article qu'elle a écrit? Pourquoi est-ce qu'elle nous raconte une histoire? C'est parce qu'elle a été interviewée un jour par une journaliste, parce que c'était une femme, parce qu'elle était entrepreneur. Et elle s'est aperçue que la journaliste, dans les questions qu'elle lui posait et dans la manière dont elle amenait le récit, faisait de son histoire une histoire à succès. Elle est rentrée chez elle et elle a dit, mais en fait, c'est pas vrai cette histoire que j'ai narrée. Moi, ce que j'ai envie de vous dire et de vous raconter, c'est qu'il y a eu des galères, c'est que c'était dur. Et elle a voulu, par son article, dans le numéro spécial, nous expliquer ce qui s'était réellement passé. C'est très intéressant. Et je vous inviterai donc à le lire dès que le numéro spécial sera prêt. Alors ensuite, oui, je crois qu'il est 42, donc je vais lancer, je reviendrai éventuellement sur un dernier slide. Mais on va peut-être lancer le dernier sondage, Olivier. Merci. Alors, en tant que chercheur qualitatif, c'était quoi vos galères? Quelles étaient les difficultés que vous vivez le plus lors du processus de publication dans les revues renommées? Et bien sûr, vous avez la possibilité de cocher plusieurs choix. Alors, il y a le autre, alors là, ce sera vos témoignages tout à l'heure. Est-ce que c'est le temps? Oui. Alors, peut-être pendant que les gens répondent, si tu pouvais donner le détail du numéro spécial auquel tu fais référence, un participant demandait un peu plus de, soit rappeler la revue ou du moins les informations. D'accord. Alors, c'est un numéro spécial qui est coordonné avec moi-même, Alain Fayolle et William Gartner, qui est dans la revue Journal of Small Business Management et qui va paraître dès que l'ensemble des articles sera prêt. Donc, il y a 2 articles pour l'instant qui sont déjà disponibles sur Internet pour ceux qui sont abonnés à la revue. C'est l'article de Nabil Khelil. Et puis, c'est l'article, je crois, de Kafka, Ringaram, etc. Et lorsque l'ensemble des articles sera publié, le numéro spécial va sortir donc d'ici, je pense, quelques semaines, quelques mois. Ça, je ne suis pas éditeur en chef, mais c'est bien Journal of Small Business Management. D'ailleurs, pendant que… ça y est, on a les réponses. OK. La réécriture de l'histoire, la construction de l'histoire n'apparaissent pas trop.
Justification de la méthode, d'accord. D'accord. Alors, pour la justification de la méthode, je vais vous faire sourire, mais souvent quand j'écris un article dans un top journal ces dernières années, je me suis fait souvent retoquer sur la justification de la méthode. Parce que pour moi, ça me semblait tellement évident que j'avais pas encore à me justifier. Et pourtant, je dirais dans la justification de la méthode, ce qui est très important, c'est tant la collecte et surtout, aujourd'hui plus que jamais, l'analyse, la façon dont vous avez non seulement colligé les données, mais dont vous les avez analysées. Et ça, je suis d'accord, c'est pas évident. En revanche, là, j'étais surprise, c'est dans ce que vous avez peu on dit dans la narration ou la réécriture de l'histoire, mais c'est peut-être la réécriture de l'article que j'aurais dû dire, mais je vais m'en expliquer. Quelques mots. Là, voilà, c'est les cinq articles sur ce numéro spécial qui ont été sélectionnés. Nous avions lancé cet appel. Nous avons eu 24 articles qui sont arrivés. Nous en avions, avec Alain Fayolle et William Gartner, conservé 11. Pourquoi ? Parce qu'il s'agissait pour nous vraiment de donner un maximum de chance aux personnes qui passaient le Death Reject. Et au final, on en a gardé 5. Donc, si vous avez des questions sur ce numéro spécial, je peux effectivement... Ouais. Il y a d'autres questions, Martine? Je ne sais pas. D'accord, j'imagine qu'il y en a d'autres. Donc, il y a une question qui porte sur le travail réalisé par une de nos participantes. Elle fait un travail sur la légitimité de l'audit légal perçu par les PME, et c'est une recherche quali, et elle compte mobiliser la Grounded Theory. Elle voudrait avoir ton avis. Mais bon, tu peux peut-être y répondre en fin de séminaire après avoir terminé ta présentation. D'accord. Si, tant que j'y pense, je vais donner juste une chose. La théorie ancrée, c'est une méthodologie que j'ai moi-même pratiquée dans le cadre de ma thèse, ou du moins, je croyais l'avoir pratiquée. En fait, c'était une démarche ancrée que j'avais pratiquée. Moi, je vous encouragerais à utiliser plutôt la méthode Joya, qui est une variante de la théorie ancrée. La théorie ancrée en tant que telle est très, très exigeante en termes de codification et j'ai envie de dire de rétro-pédalage, parce que vous allez coder les données lors d'un premier entretien. Puis, vous allez coder un deuxième entretien. Une fois que vous avez codé le deuxième entretien, vous allez revenir sur la codification du premier entretien et vous allez confronter les codifications. Enfin, bref, il y a beaucoup de critères à respecter. C'est une théorie, si vraiment vous voulez faire la théorie ancrée, qui prend beaucoup de temps et qui est tout à fait pertinente lorsqu'on explore quelque chose de réellement nouveau. Si c'est quelque chose, votre thème, je ne le connais pas vraiment, mais s'il y a déjà eu pas mal d'écrits là-dessus, est-ce vraiment la bonne théorie ancrée, la bonne méthode à mobiliser? Moi, je vous recommande une méthode ancrée. Je vous dirigerai plutôt vers la méthode de Joya, qui est une variante de la théorie ancrée qui serait tout à fait pertinente. Sinon, la méthode théorie ancrée Glaser et Strauss est très, très, très exigeante. Alors, il faut avoir beaucoup de temps. Alors, je vais finir sur juste ce slide. Parce que je pense que je vais répondre à un certain nombre de questions et vous me dites, Marie-Pierre et Franck, si j'en oublie. Lorsqu'on veut essayer d'aller jusqu'au bout, il faut commencer par l'impératif théorique. Souvenez-vous de ce que je vous disais, l'objet d'étude, c'est l'objet d'étude qui va vous permettre de chausser les bonnes méthodes théoriques et la bonne méthode que vous voulez déployer. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Hop. Après, il y a aussi le chercheur. Le chercheur en tant que tel, j'ai envie de vous dire que les qualités que vous devez avoir, c'est bien sûr la curiosité, la logique du hacker de tout à l'heure, et ensuite, je ne sais pas si vous connaissez l'effectuation, mais j'aime bien un des 5 principes de l'effectuation, c'est le crazy quilt, c'est le patchwork fou. C'est-à-dire qu'au départ, vous ne savez pas trop les personnes que vous allez solliciter, quel type d'informations elles vont vous donner. Est-ce que c'est beaucoup d'informations? Est-ce que c'est peu d'informations? Est-ce qu'elles sont riches? Est-ce qu'elles sont pauvres? Et c'est en fonction des informations qu'elles vont vous délivrer que vous allez aller plus loin dans votre recherche. Donc, il faut être un petit peu effectuateur lorsque on est qualitativiste. Après, dans le processus, quels sont les quelques conseils que je pourrais donner? Donc là, vous voyez au centre, vous voyez, on pourrait penser que c'est un cycle ou que c'est qu'une séquence. J'ai envie de dire c'est une itération.
Il va falloir apprendre à l'aide des lunettes théoriques que vous allez chausser, des concepts que vous allez mobiliser, à produire des données, à les coder, à les représenter et à écrire une histoire. Donc moi, mon conseil, ce serait de fonder votre méthode sur la narration. Raconter une histoire et montrer votre histoire aux personnes qui font partie de cette histoire, c'est-à-dire aux acteurs terrain. C'est ce que j'entends par transparence ici, c'est donner à voir vos résultats pour voir si votre représentation de leur représentation se recoupe ou si vous êtes en train de fabuler complètement. Donc, restez ancré quand même dans le réel des acteurs. Et puis, n'hésitez pas à écrire l'histoire à plusieurs fois, c'est-à-dire écrire et écrire encore. Alors, je ne sais pas comment vous écrivez, j'ai certains de mes collègues qui écrivent tout de suite très bien. Moi, je fais partie de ces auteurs qui écrivent, qui réécrivent, qui réécrivent. Et ça m'aide beaucoup. En fait, je vous ai mis ici au centre, je ne sais pas si vous connaissez le kintsugi, je le prononce très mal, c'est un art japonais qui consiste à réparer des vases cassés avec de la poudre d'or et à conférer à l'objet une valeur supérieure à celle qu'elle avait au départ. Mais à l'arrivée, donc, ça a plus de valeur qu'au départ. J'ai envie de vous dire, c'est un peu ça votre article. Au départ, vous allez l'envoyer au mieux de ce que vous pouvez. Et puis, vous allez avoir des reviewers qui vont peut-être vous appeler à réécrire votre article une fois, 2 fois, 3 fois. Il ne faut pas se décourager. Je crois que la persévérance, ça fait partie aussi des grandes qualités que nous avons tous en tant que chercheurs, qui que nous soyons. Alors après, je vous ai demandé effectivement quelles étaient vos frustrations, ce qui était le plus difficile, et vous avez répondu, c'est la justification de la méthode. Je suis d'accord avec vous, je suis parfois très frustrée avec ça, mais pour moi, je suis très frustrée, moi, avec le nombre de mots. 8000 mots, alors je ne sais pas si on a des rédacteurs en chef de revue qui nous écoutent, mais 8000 mots pour un chercheur qualitatif, c'est vraiment difficile. Nous, avec Alain Fayolle et William Gartner, on a préféré laisser aux auteurs quand même assez d'espace, même si on les a amenés quand même à réduire un peu. Hein, mais 10 000 mots nous semblaient quand même plus opportuns. Et quant au résultat, alors il y a aussi beaucoup de joie. Il y a beaucoup de joie, c'est une recherche qualitative, elle peut souvent se décliner en entrepreneuriat, surtout en pédagogie innovante ou en illustration pertinente d'un enseignement. Beaucoup de joie aussi à voir les entrepreneurs se saisir de nos articles pour pouvoir convaincre des parties prenantes que, bah oui, ils ont besoin d'être aussi bricoleurs. Et puis tout simplement, la joie de la découverte et puis de ce qui fait sens. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ? Alors oui, tu as d'autres questions. Donc, par exemple, est-ce que le nombre d'entretiens est important dans une recherche quali pour valider les données? Ça, c'est une première question. Et une autre question est-il possible pour un chercheur d'utiliser la méthode mixte tout en adoptant une posture interprétativiste? D'accord. Alors, la première question, le principe numéro 1 en qualitatif, c'est celui de la saturation. C'est lorsque l'apprentissage incrémentiel est minime. C'est-à-dire qu'au bout de N entretiens, le chercheur constate toujours les mêmes types d'informations qui lui sont rapportées par expert. C'est-à-dire, si vous travaillez dans un écosystème, par exemple, ben, vous aurez les entrepreneurs et puis vous allez avoir, je sais pas moi, les investisseurs, par exemple. Donc, il va falloir saturer, surtout si vous faites une étude dyadique, autant au niveau des entretiens entrepreneurs que des entretiens investisseurs. Parfois, on peut saturer aussi différemment en prenant un dirigeant et en le rencontrant sur la durée à plusieurs reprises. Pour ma part, je fais les deux. C'est-à-dire que j'ai un certain nombre d'entretiens par type d'experts, mettons les entrepreneurs, et j'ai souvent un entrepreneur qui est plus disponible ou qui a une responsabilité sectorielle, qui connaît d'autres entreprises et qui, lui, va être un peu mon entrepreneur pilote sur lequel je vais revenir à plusieurs reprises. Donc, le conseil que je donnerais par rapport au nombre d'entretiens, c'est vraiment celui de la saturation. Ne pas interrompre le nombre d'entretiens tant que l'apprentissage incrémentiel n'est pas minime. Donc ça, c'était la première question. Et la deuxième question, Franck, il faut que tu me la rappelles. Oui, bien sûr. Donc, c'était, est-ce que pour un chercheur, c'est utile d'utiliser la méthode mixte tout en adoptant une posture interprétativiste? Alors, je ne suis pas une spécialiste des méthodes mixtes, même si je vais commencer à les pratiquer d'ailleurs, parce que ça m'intéresse beaucoup.
Je dirais que les réalistes critiques adoptent souvent une posture de mixité. Mike Huberman, d'ailleurs, je vous invite à les regarder. Les interprétativistes, la plupart du temps, se fondent sur les représentations des acteurs. Très franchement, ce qui les intéresse, c'est l'expérience vécue par les acteurs. Je ne sais pas si une posture interprétativiste va être le premier choix, mais après, de nouveau, qu'est-ce qui vous intéresse au niveau du réel? Est-ce que vous êtes plutôt centré sur les interprétations et les perceptions des gens? Est-ce que dans la phase de l'analyse des données qualitatives, vous ne voulez pas faire des analyses de fréquence? Et auquel cas, je vous dirais, est-ce que c'est une méthode mixte? Non, c'est une méthode qui reste qualitative, mais qui va utiliser le comptage pour pouvoir comprendre le nombre de fois que le mot, par exemple, a été utilisé et en quoi ce mot-là est partie prenante de la représentation de l'acteur. Donc, dans le qualitatif, il y a aussi de l'analyse de fréquence, du comptage, qui fait que on travaille intellectuellement avec la comparaison, avec le comptage, avec l'absence et la présence. Le fait que la représentation ou le mot soit absent de la représentation, c'est tout aussi parfois riche que le fait que la représentation soit multiple. Alors, je reviens à ce que je disais au niveau des réalistes critiques. Les réalistes critiques, eux, ce qui les intéresse au niveau de la connaissance, c'est de reconstituer les conditions à l'origine d'un phénomène étudié. Donc, ils vont commencer souvent par une phase qualitative et ensuite, ils vont circonscrire les frontières du phénomène étudié pour savoir dans quel contexte et jusqu'où il peut être, les connaissances générées peuvent être valides. Et là, ils vont faire du quanti. Donc, ils manipulent souvent le quali puis le quanti. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais du moins, j'ai essayé de partager mon expérience. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui, il y a une autre question un petit peu liée qui te demande ce que tu penses de la méthode QCA type fuzzy qui permet de lier quali et quanti. C'est pour une chercheuse qui hésite à se lancer pour une revue bien classée. C'est tout à fait reconnu, c'est tout à fait pertinent. Si on me demandait à réviser ce type d'article, je dirais que je ne suis pas une spécialiste, puisque ce sont des méthodes mixtes, et je ne suis pas spécialiste des méthodes mixtes, mais c'est une méthode tout à fait reconnue et qui a donné lieu déjà à de belles publications, notamment au niveau de chercheurs québécois, je crois. Alors, on te demande aussi si l'étude de cas longitudinal est pertinente pour l'étude des écosystèmes. Et si oui, quelle méthode de collecte de données? Alors, pour les études d'écosystèmes, pour ma part, comme je vous le disais tout à l'heure, je fais souvent des études longitudinales. Ça, c'est très, très intéressant. Mais ce n'est pas une nécessité, mais c'est une possibilité. Les entretiens. Les entretiens sont tout à fait pertinents dans… pourquoi? Parce qu'il y a tellement de parties prenantes différentes et multiples que c'est plus simple que d'aller dans une seule organisation avec un protocole de recherche bien arrêté et de le reproduire dans une deuxième et dans une énième contexte. Donc, je privilégierais pour ma part plutôt, pour l'étude des écosystèmes, les entretiens avec, n'oublions pas, ces 3 niveaux d'analyse, le niveau micro, le niveau méso et le niveau macro. Et si vous travaillez sur les écosystèmes, je vous encourage beaucoup à lire tous les écrits de l'auteur Theodorakis qui écrit des choses tout à fait pertinentes en la matière et qui a été reconnu d'ailleurs par Babson, je crois, récemment. Elle a reçu un prix sur ces très beaux articles qui ont été publiés tout d'abord avec l'école de Montpellier et puis maintenant en autonomie ces dernières années. Donc voilà, pour le conseil de référence bibliographique en plus. D'ailleurs, parmi nous aujourd'hui. Je la salue. Du webinaire sur un autre site. Alors, on te demande aussi si une recherche quali peut être menée uniquement à base de données secondaires, audio, vidéo, entretien, et ainsi de suite. Oui, tout à fait. Alors là, vous avez par exemple le cas ici, de l'article de Kafka, Singaram, Krajenbrick et Grund. Franck, il faudrait que tu m'aides à prononcer parce que là, je ne sais pas. Mais bref, oui, c'est tout à fait possible. Ces chercheurs-là ont été sélectionnés justement parce que leur étude travaillait sur des données uniquement secondaires qui avaient été récoltées sur une longue durée. Vous verrez dans l'éditorial aussi, on cite plusieurs exemples de ce type d'études. C'est possible.
Alors, c'est Krayenbrink et Hund. Merci. Je t'en prie. Alors, on te demande si le réalisme critique ne se rapproche pas du pragmatisme. Je dirais que le constructivisme aussi. Vous avez un article en 2013 de Watson dans Entrepreneurship and Regional Development à lire sur réalisme critique, constructivisme et pragmatisme. Il est hyper intéressant. Donc, lisez-le. Parce qu'effectivement, je crois que j'ai envie de dire que les méthodes qualitatives, si on revient sur la 5e contribution, qui est le déclenchement d'actions pertinentes, elles sont nécessairement pragmatiques. Après, le pragmatisme, j'avais lu aussi là-dessus, mais un article qui m'avait beaucoup inspiré, c'est celui de Watson dans Entrepreneurship and Regional Development. Je vous encourage vraiment à le lire, parce qu'il parle du réalisme critique et du constructivisme par rapport au pragmatisme. Il le fait très, très bien. Alors, on te demande aussi si dans la recherche quali, est-ce possible de parler de propositions de recherche ou d'hypothèses? Nous sommes souvent confrontés à ce genre de problème. Ah oui, alors je fais partie de ces chercheurs. Oui. Alors, une hypothèse est constituée, je vais y arriver, de variables qui se testent. Une proposition est constituée de concepts qui vont m'aider à progresser dans ma recherche. Si je suis guide, par exemple, dans son petit livre vert, vous verrez qu'il parle de proposition de recherche, principale et rivale. La proposition rivale ne contredit pas la proposition principale, mais elle vient l'enrichir. Par exemple, dans le cadre de ma thèse, où c'était il y a longtemps, en 1993, j'avais 2 propositions. Une proposition, je travaillais sur les stratégies de coopération entre des dirigeants de PME, PMI, et j'expliquais que pour qu'il y ait coopération, eh bien, il fallait qu'il y ait confiance et il fallait qu'il y ait intérêt commun à collaborer. Et puis, j'insistais en disant, bah oui, mais ça suffira pas parce qu'il y a d'autres variables d'autres concepts, comme l'engagement notamment, qui peuvent être utiles pour analyser. Donc, en quali, je parle plutôt de propositions et pas d'hypothèses. On n'est pas là pour tester, on est là pour appréhender. Alors, les propositions aussi, si je peux compléter, ça dépend aussi de votre mode d'inférence. Si vous avez un mode d'inférence plutôt déductif, ce qui est tout à fait possible dans Cali, c'est-à-dire vous faites une revue de littérature, à l'issue de votre revue de littérature, on le trouve aussi dans l'abduction, vous échafaudez un modèle figuré ou un ensemble de propositions qui vont vous guider dans la collecte des données. Donc ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, vous menez votre recherche et à l'issue de votre recherche, vous émettez un certain nombre de propositions théoriques. Donc les deux, mais ça dépend du mode d'inférence. Est-ce qu'il est plutôt déductif ou adductif ou plutôt inductif? Et auquel cas, vous n'allez pas les positionner au même endroit de l'article. Mais là aussi, regardez bien ITP, par exemple. C'est une revue qui publie pas mal d'articles avec des propositions de recherche. J'en ai trouvé aussi dans Management, la revue française que vous connaissez, qui est très bien cotée. Merci Martine. Alors, 2 dernières questions pour rester dans les temps. Alors, justement, une question qui t'est posée par Christina Theodoraki, que tu mentionnais à l'instant, qui te demande si pour l'étude des écosystèmes par étude de cas, tu peux donner des exemples de embedded ou de holistic case study. Et la dernière question te demande quels sont, selon toi, les logiciels d'analyse de données quali les plus pertinents. Embedded ou holistic. Alors, pour l'étude des écosystèmes, moi, je préfère les études de cas encastrées. Pourquoi? Parce que je gagne du temps au temps. C'est ce que j'ai fait dans un article. Une étude de cas encastrée, c'est une étude de cas dont les cas sont liés les uns aux autres. Et je trouve que dans l'analyse des écosystèmes, c'est tout à fait pertinent, plus qu'encore dans d'autres types d'études de cas. Donc, ma réponse serait en faveur, de façon très définie, de l'étude de cas encastrée plutôt que, donc, embedded, plutôt que holiste, qui me semble beaucoup plus pauvre et assez étonnante dans l'étude d'un écosystème, mais peut-être que je pourrais échanger de nouveau avec cette jeune collègue pour pouvoir ensuite travailler sur des parties holistiques, mais je le verrai plutôt en tant qu'encastré. Alors ensuite, pour les logiciels, alors, faut-il nécessairement un logiciel? J'en parlais déjà en 2002. Est-ce que j'ai changé d'avis? Je crois que moi, je démarre toujours, de toutes les façons, avec Excel. Avec mes couleurs. Avec Vinciane, on est très couleurs. Vinciane Servanti, qui est un co-auteur avec qui je travaille très, très bien. Et on fait beaucoup de codification d'abord ensemble,
elle de son côté, moi, et puis après, on regarde nos codifications, donc on ne travaille pas toute seule. Et après, il y a un logiciel qui, à mon sens, est très bien par rapport à une posture qui est plutôt incrémentale, qui est celle de NVivo. Bien sûr, il y en a d'autres. Hein. J'utilise aussi Trop de temps en temps. En plus, c'est gratuit. Et puis, ça me permet de passer du temps sur les textes. Donc, moi, j'ai envie de dire, prenons les logiciels de codification. Pourquoi? Parce qu'ils vont nous aider à triturer les données dans tous les sens. Mais n'oublions pas quand même, et avant tout, de travailler toujours en ayant à l'esprit le fil de connaissances qu'on est en train de générer, pour ne pas perdre, pour ne pas coder pour coder, mais pour toujours construire la codification en fonction de la compréhension qui est en train d'être construite. Super, merci Voilà, Franck, beaucoup. je crois que… On est quasiment arrivé au bout, mais je vais tout de même abuser de mon privilège de président, si tu le permets. Bon, tu as déjà répondu partiellement à ma question, hein. Mais est-ce qu'on est nécessairement qualitativiste ou quantitativiste? Quantitativiste, je vais y arriver, voilà. Ou est-ce que tu ne penses pas que c'est une bonne chose d'être les deux, notamment dans le cas d'une thèse par article? Est-ce que ce n'est pas une bonne chose de recommander à un chercheur, un doctorant, de s'essayer à plusieurs méthodes? Bien sûr. Je me souviens de Pierre Louard qui disait ça, mais il y a très très longtemps, hein, lors d'une première journée d'études que j'avais réalisée à l'Université de Bordeaux. Et il disait que c'était vraiment l'avenir et que le chercheur démontrait sa grande capacité à manipuler des méthodologies très différentes les unes des autres. Je trouve que c'est toute une expérience. Moi, j'ai absolument rien contre le quanti. Et quand je fais le quanti, c'est pas moi qui serai l'auteur principal. Je vais m'épauler sur des personnes qui ont des compétences statistiques éprouvées. Et j'hésiterai pas à le faire. Et je trouve qu'effectivement, je vais commencer à diriger des thèses par article. Jusqu'à présent, je préférais les thèses traditionnelles parce qu'elles donnent tellement de temps d'immersion. Mais je m'aperçois d'une difficulté qui est pour le doctorant, une fois qu'il a fini d'écrire sa thèse, d'apprendre à écrire des articles. C'est pas du tout le même exercice et c'est vraiment très, très compliqué. Donc, je trouve que les thèses par article, pour ma part, je commence à les diriger avec beaucoup de plaisir et bien sûr que c'est ce que je vais faire avec justement une doctorante où je suis avec un jeune chercheur qui vient de l'Université de Toulouse, qui m'écoute peut-être et qui, lui, est un quantitativiste chevronné. Et donc, avec Sarah, nous allons d'abord commencer une étude qualitative. Et donc, c'est moi qui vais assurer le lead pour pouvoir l'épauler. Et ensuite, ce sera Gauthier qui va prendre le lead pour la partie quanti. Oui, bien sûr. Attention, alors après, est-ce qu'on veut en construire une carrière? Si aujourd'hui, on devait écrire seul, et seulement seule, je serais bien malheureuse à aller vers le quantitatif, parce que j'ai du mal avec les questionnaires, je suis toujours en train de critiquer les questionnaires, mais je trouve que lorsqu'on fait une thèse par article, ce serait ma recommandation, effectivement. Mais pas tout seul. Merci beaucoup, Martine, merci beaucoup. Donc, nos participants soulignent la grande qualité de ce beau séminaire et te remercie chaleureusement. Merci. Et je me joins bien entendu à ces remerciements. Donc, mille merci d'avoir accepté de l'animer avec brio. Et je voudrais encore une fois remercier Olivier pour le support technique. Et Oui. nous nous retrouvons beaucoup, tous, en tout cas la majorité d'entre nous, d'ici un mois pour le congrès bisannuel de notre association qui a dû être remis à cause de la pandémie et qui aura donc lieu du 17 mai au 21 mai et qui démarrera par le consortium doctoral. J'espère vous y retrouver nombreux. Merci à tous pour votre participation et prenez soin de vous et des vôtres. Au revoir.